Barbara Pompili. Est-ce que vous pouvez venir me rejoindre? On va commencer. Donc le sujet de cette table ronde, qui n'est pas une table ronde, en fait, cette séance, c'est la transition, comment opérer la transition sans fracturer la société. Et c'est la mission, d'ailleurs, c'est une mission que le gouvernement vous a confiée. Alors, Barbara Pompili est ancienne ministre de la transition écologique et était députée, missionnée par le président de la République par le gouvernement, voilà, pour réfléchir à cette question de l'acceptabilité sociale de la transition écologique. Il se trouve que vous n'êtes plus député et vous allez nous expliquer pourquoi. C'est un petit point institutionnel, on profite de ce petit moment d'attente en attendant Xavier Bertrand pour que vous nous expliquiez ce petit point institutionnel intéressant. Alors, bonsoir à tous. Point institutionnel, il y a dans ce pays, en tout cas dans notre Constitution, après on pourrait discuter sur l'application, une séparation des pouvoirs. Et le fait d'avoir cet outil du gouvernement de pouvoir mettre en mission un parlementaire, c'est quelque chose qui fait une entorse à la séparation des pouvoirs. Et donc, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Donc nos textes ont prévu que quand un parlementaire était en mission pour le compte du gouvernement, ça ne pouvait pas durer plus de 6 mois. Si ça durait plus de 6 mois, le parlementaire devait céder son siège à son suppléant et donc ne plus être parlementaire et de manière définitive. C'est-à-dire que je ne peux pas, le jour où j'aurai fini ma mission, retourner à l'Assemblée nationale. C'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps, qui, moi, me paraît être plutôt une bonne chose. Voilà, ça c'était la version, disons la version institutionnelle. On peut mettre la version, je suis journaliste politique, on peut mettre la version politique derrière, qui est que vous auriez pu démissionner, il y aurait eu des élections, ça aurait peut-être pas été très confortable, donc c'est mieux comme ça. Alors, il s'avère que c'est mieux aussi comme ça, mais quand on a des outils institutionnels, il ne faut pas avoir honte de les utiliser, il faut s'en servir. On a eu des élections il y a 1 an. Il y a 1 an, les électeurs ont voté pour un binôme, pour un ticket. Il y avait 2 noms sur l'affiche. Quand on a 2 personnes qui sont élues à un poste de député, on sait que s'il y a une deuxième personne, c'est que ça doit servir à quelque chose de temps en temps. D'ailleurs, il faudrait peut-être qu'on donne un petit statut à nos suppléants, parce que les suppléants, c'est quand même ceux qui nous remplacent au pied levé. Là, ma suppléante, elle a pu annoncer à ses employeurs, mercredi de la semaine dernière, qu'elle partait pour devenir députée lundi. C'est-à-dire que l'employeur a eu 2 jours pour se retourner. C'est quand même pas super. Alors, je demande à la technique, au fond de la salle, si nous avons le lien avec Marie Toussaint. On ne l'a pas. Donc on est tous les deux tout seuls. On est tous les deux. Comme ça, franchement, c'est pas mal. Je pense qu'on y arrivera quand même. Donc est-ce que le but de cette rencontre, c'est de se demander comment opérer donc la transition en la faisant accepter à tous les concitoyens et sans fracturer la société. C'est sans doute la question primordiale en ce moment. Beaucoup de sujets. Évidemment, on parle beaucoup des ZFE, les zones à faible émission. Si vous habitez Nancy, vous vous apercevez qu'il y a beaucoup de travaux. Une partie d'entre eux, j'imagine, je ne sais pas si le maire est dans la salle, une partie d'entre eux sont sans doute liés à cette obligation qu'ont maintenant les municipalités de prévoir des zones à faible émission. Et ça pose... Non, ça n'a aucun rapport. D'accord. Ah bon ? Nancy ne fait pas de zone à faible émission? Si, me dit-on. Pas ces travaux-là. Non, vous êtes en retard. Nancy est en retard. Non, ils ne sont pas en retard, ça va. Bon. Est-ce que vous pouvez nous dire, Barbara Pompili, quelle est votre mission exactement? Oui, mais comme ça, on va rentrer un petit peu dans le débat, et puis Xavier Bertrand nous rejoindra après. Pourquoi j'ai souhaité faire cette mission? Parce que
moi, je suis engagée dans le combat écologiste depuis, d'ailleurs, il faudra reparler de ce mot combat, depuis une vingtaine d'années. J'ai eu des responsabilités et j'ai notamment eu des responsabilités gouvernementales. Des responsabilités gouvernementales à un moment un peu charnière, puisque j'ai dû appliquer les mesures qui avaient été proposées par la Convention citoyenne pour le climat. Autant vous dire que ça a été extrêmement complexe et j'ai été confrontée, que ce soit pour l'élaboration de ce texte, pour la mise en œuvre derrière ou pour la mise en œuvre d'autres politiques écologiques, toujours à la même réaction. C'est une réaction qui, au minimum, est une réaction de peur. De peur, qu'est-ce qui va nous tomber dessus, qu'est-ce qu'on va encore nous demander, donc une manifestation d'angoisse. Cette manifestation d'angoisse, elle entraîne des réactions classiques qui sont des réactions soit on ne veut pas voir, et là je parle en général, c'est-à-dire que je parle des citoyens, mais je parle aussi des décideurs politiques. Je parle de tout le monde. On ne veut pas voir. Décideurs économiques aussi. Et évidemment, de tous les acteurs en fait. On ne veut pas voir, on ne veut pas en entendre parler. Donc en fait, on a peur, donc on met sous le mouchoir. Et un exemple de mesure écoutez, les mesures, par exemple, sur la pollution de l'air. Enfin, typiquement, si on revient sur les ZFE, les mesures pour lutter contre la pollution de l'air, ce sont des mesures par essence de transition écologique. Eh bien, ces mesures-là, comme elles entraînent des changements d'habitude, on traîne pour les mettre en place. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la France est condamnée pour dépassement des taux de pollution acceptés. Voilà, Xavier Bertrand, merci de nous rejoindre. Il n'a pas pris son hélicoptère, il est venu en train et voilà. C'est bien. Merci. On avait commencé sans vous. Et donc Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France. On va voir avec vous comment vous opérez pour mettre en place cette transition écologique, cette transition énergétique, sans fracturer la société, ou en essayant de la rassurer, en essayant de l'embarquer avec vous. Et on était en train de parler avec Barbara Pompili, qui est en charge d'une mission gouvernementale sur ce sujet. Donc, je vous laisse finir sur la définition de votre mission. Oui, donc, pour faire simple, à chaque fois qu'on veut mettre en place une politique de transition écologique, quelle qu'elle soit, on est confronté à des réactions qui sont du même ressort. La peur, on essaye de mettre un petit peu sous le mouchoir dessus, on ne regarde pas. Ou alors l'opposition, qui peut être une opposition verbale, mais qui peut être aussi une opposition qui peut être violente, qui peut se voir à tous les niveaux, et qui entraîne, malheureusement, dans de nombreux cas, le fait qu'on ne peut pas aller au bout de ce qu'on veut mettre en place. Et donc ça décrédibilise en plus les politiques qu'on veut mettre en place, puisque comme on ne les met pas en œuvre, il y a en plus une perte de confiance dans la capacité du politique de mettre en place ces politiques. Donc on rentre dans un cercle vicieux qui est terrible. Suite à ça, j'ai eu des discussions avec la Première ministre en lui disant on a un vrai sujet sur cette question d'acceptabilité, on a besoin de sortir un petit peu de notre quant à soi, de regarder ce qui se passe ailleurs pour aller voir si dans d'autres pays, ils ont trouvé des solutions, ils ont mis en place des politiques qui permettent une meilleure acceptabilité. Et on a décidé, pour ne pas rester dans la philosophie et trop en l'air, de choisir une politique parmi d'autres. Ça aurait pu être autre chose, ça aurait pu être le développement des énergies renouvelables, c'est un sujet aussi qui est très conflictuel. On a décidé de prendre les ZFE parce que les ZFE font l'objet en ce moment de mise en œuvre, de mise en place dans beaucoup de villes, puisque 43 collectivités vont devoir au 1er janvier 2025 mettre en place une ZFE. Donc 43, pas 5. Mais bon, on pourra en reparler. Donc, on a mis en place cette mission. Je suis partie visiter un certain nombre de pays qui sont autour de nous. Pas aller trop loin, je ne suis pas allée chercher à l'autre bout du monde, je suis allée chercher à nos frontières ce qui se passait. Et je vous raconterai quelques éléments d'enseignement que j'ai pu en tirer avant la parution du rapport qui devrait avoir lieu dans quelques semaines. Voilà. Donc vous étiez d'un côté chargé de mettre en place
de faire appliquer ce que la Convention avait décidé, enfin les préconisations de la Convention. Tout n'a pas été appliqué, mais une bonne partie a été quand même décidée. Et donc vous étiez avec cette injonction des conventionnels qui se disait pour certains, mais pourquoi on ne prend pas plus d'éléments de ce qu'on a décidé, de ce qu'on a élaboré ensemble, et de l'autre côté, une partie de la population et des décideurs et de la population qui étaient assez rétifs. Donc vous êtes un petit peu entre les deux. Oui, même si il y a une temporalité assez intéressante. C'est qu'au moment où on fait voter la loi climat et résilience qui suit la Convention citoyenne, à ce moment-là, l'immense majorité du bruit médiatique, c'est « cette loi ne va pas assez loin ». Cette loi n'est pas assez ambitieuse. Cette loi est déceptive pour les membres de la Convention citoyenne. Et même s'il y avait déjà eu des inquiétudes qui s'étaient exprimées à ce moment-là, notamment de la part d'un certain nombre d'entreprises, le bruit médiatique, c'était ça. On est 2 ans plus tard. Oui, parce que je me souviens, je parle sous le contrôle de Thierry Pech qui avait dirigé tout ça, je me souviens que le président de la République avait dit de façon un petit peu bravache au moment du lancement, j'appliquerai tout, enfin on appliquera tout, on reprendra tout. Voilà. C'est une grosse erreur qu'il a faite à mon avis et qu'il n'aurait pas dû faire parce que ça a pipé les dés en fait. Mais même s'il n'y avait pas eu ça, il y a eu ce bruit. Cette loi n'est pas assez ambitieuse. Et une fois qu'on se retrouve à devoir l'appliquer, et c'est maintenant, là tout le monde est en train de se réveiller en se disant mais bon sang, finalement c'est compliqué, finalement c'est peut-être trop ambitieux. Donc c'est toujours cette difficulté que nous avons en tant que décideurs politiques et en tant qu'acteurs politiques de réussir à concilier ce trop ou pas assez qu'on entend tout le temps sur les politiques écologiques. Et je pense que ce qui pose problème, c'est qu'il manque un maillon, et c'est le maillon dont on doit parler à mon avis ce soir, qui est le maillon de l'appropriation, en fait, par tout le monde, de la nécessité de faire et de comment on fait. Alors ce maillon de l'appropriation, peut-être qu'au niveau des régions, les régions peuvent avoir un rôle dans cette idée de l'appropriation, puisque par définition les régions sont plus proches de la population que ne peut l'être l'État. On ne se refait pas, je suis journaliste et je voudrais d'abord vous poser une question d'actualité. Xavier Bertrand, le président de la République vient lors de son voyage en Corse, parler d'autonomie. Le mot a été prononcé et à la suite de sa déclaration, alors ça reste encore flou et à définir, mais enfin, plus d'autonomie, plus de liberté pour les régions. Et plusieurs régions, plusieurs présidents de régions, en Occitanie, en Bretagne, ont pris la balle au bond et ont dit « Tiens, bah oui, c'est vrai, il faut plus d'autonomie, et nous, et vous ?» Je demande depuis 2021. Ça s'appelle la République des territoires. Ça veut dire une nouvelle répartition des rôles entre ce que fait l'État et ce qui se fait dans les territoires. Et donc la décision qui a été annoncée hier, j'aime la Corse, j'y vais depuis longtemps et j'ai l'occasion de m'exprimer régulièrement sur l'actualité corse. Je souhaitais que ça puisse voir le jour, avec un certain nombre de limites. On peut en parler parce que la question de la co-officialité a été tranchée par Emmanuel Macron. C'est non, ce sera autre chose. La question du statut du résident pose un vrai nombre de problèmes. Mais en attendant, le fait que la Corse soit reconnue dans la Constitution et qu'il y ait plus d'autonomie, je suis pour. Si j'étais parlementaire, je le voterais. Mais plus d'autonomie, donc, pour toutes les régions. Valérie Debord est là, qui pourra certainement nous dire que pour Grand Est, c'est le même type de demande. Mais moi, pour les Hauts-de-France, je le demande au titre de cette République des territoires. Juste en 2 mots. Je pense qu'on a absolument besoin aujourd'hui d'une clarification des compétences. L'État, au niveau central, doit avant tout et mieux s'occuper de moins de choses. Le régalien, c'est une évidence. Sécurité, justice, diplomatie, nouvelle politique migratoire, bien évidemment toutes les questions de défense, et puis aussi les grands équilibres, préparer l'avenir. C'est vrai en matière de santé, c'est vrai en matière d'éducation. Mais pour le reste, si on veut être efficace, il faut que les choses se décident davantage, notamment pour tout ce qui a trait à la vie quotidienne, dans les territoires. Mais attention, dans mon esprit, ce n'est pas tout pour les seuls élus locaux. C'est-à-dire que je souhaite également qu'il y ait une nouvelle vague très importante de déconcentration. Les territoires sans l'État, ce serait le bazar.
Donc on rappelle, la décentralisation, c'est plus de pouvoir aux élus aux locaux, élus, et la déconcentration, en clair, c'est le manche en du clair. marteau un peu plus long. En clair, non, Thomas, c'est plus de pouvoir pour les préfets et moins dans les administrations centrales. D'accord. Sur les politiques, notamment de logement, c'est quand même anormal qu'on ait besoin d'avoir des préfets qui aillent aussi demander la permission au ministère. Donc, moins de pouvoir dans les administrations centrales, dans les ministères, et plus également pour les préfets. Moi, je souhaite avoir des préfets qui soient investis davantage de pouvoir, de dérogation à des circulaires, à des décrets, et qui puissent l'adapter au nom de l'intérêt, notamment public régional, qu'eux-mêmes définiraient. Donc, vous voyez, c'est plus de pouvoir pour les élus, mais aussi plus de pouvoir pour les préfets au détriment du national. Donc, ma réponse est claire, c'est oui. Déconcentration, décentralisation, nouveau girondisme, ça sera un beau sujet pour Terra Nova certainement. Mais là on parle environnement aujourd'hui. Justement. Et justement, il y a un nouveau plan de décarbonation. Ça a été décidé par Emmanuel Macron et le pouvoir central. Vous allez devoir y participer, l'appliquer. Comment vous le recevez et comment vous allez le faire accepter par la population? Je l'ai reçu à la télé comme tout le monde. J'ai beau être président de région, je l'ai appris à la télé comme tout le monde. On serait chez les voisins de l'autre côté de la frontière, ça ne se serait pas passé comme ça. De l'autre côté de la frontière, alors c'est un État fédéral, mais rien n'empêche, vous avez assez régulièrement, on l'avait vu au moment du Covid, parce que c'est à ce moment-là qu'on y a prêté attention, de vraies réunions de travail entre, à l'époque, la chancelière, le chancelier et les patrons des lenders. Alors, ils ne sont pas 40, ça tombe bien, nous non plus, mais vous savez, pas la réunion où les choses sont déjà dites avant, où chacun parle et puis éventuellement il y a une réponse. Non, des réunions sur toute une journée, sans caméra, où on est capable de trouver des compromis. Qu'est-ce qui nous empêche de faire la même chose en France? Vous prenez un exemple. Le président de la République dit on va notamment booster les ventes de pompes à chaleur. Barbara Pompili connaît ces sujets-là. On nous dit justement 2030, 1 million. Je pense même que ce serait beaucoup plus que ça qu'il faudrait. Moi, dans la région des Hauts-de-France, je suis déjà engagé dans les politiques de soutien pour les entreprises, justement pour les pompes à chaleur. Si on se coordonnait avant, en amont, vous ne trouvez pas qu'on aurait plus de chances d'être efficace sur toutes ces questions-là? Donc il y a un véritable sujet de méthode, parce que je suis intimement convaincu qu'on ne peut pas avoir d'un côté l'État qui décide et puis après nous nous organisons. Si nous avions ce travail en amont, c'est un peu une question de bon sens, c'est beaucoup une question d'efficacité. Barbara Pompili, je crois qu'il faut que vous puissiez répondre à ça. Oui, évidemment, qui ne peut pas être d'accord avec ça? C'est une évidence. Et d'ailleurs, on avait déjà commencé à le faire sur les questions énergétiques, puisque dans la loi climat-résilience, il y a la mise en place des comités régionaux de l'énergie qui sont fondés exactement sur ce principe. C'est-à-dire que ce sont des comités qui sont présidés par les présidents de région et le préfet. Ils ont été installés d'ailleurs dans les Hauts-de-France, ça a été installé, ça a été installé en juillet. Donc maintenant, il faut les faire vivre, parce qu'effectivement, si une fois que c'est installé, on considère que le travail est fait, là, ça ne peut pas marcher. Donc là, ça vient d'être installé avant les vacances, on est à la rentrée, on va laisser les choses se mettre en place. Mais bien évidemment, pour moi, un des premiers vecteurs d'acceptabilité de toutes les politiques de transition écologique, c'est de mettre tout le monde autour de la table pour travailler ensemble à comment on fait. Mais j'ai presque envie de dire, ça c'est une étape, c'est une deuxième ou une troisième étape. C'est-à-dire que le comment on fait ne peut fonctionner que si à la base, on a réussi à tous se mettre d'accord sur la nécessité de le faire. On n'en est encore là? Ah mais oui, j'en suis absolument convaincue. On est encore sur un certain nombre de thématiques face à des gens qui ne sont pas convaincus. Et donc c'est un échec, c'est un échec qu'il faut qu'on intègre. Vous allez avoir, quand vous parlez de ces questions-là, vous avez clairement une partie de la population, notamment de la population de la jeunesse, qui est intéressée et qui va bousculer, y compris les politiques, pour leur dire bon, ce serait un petit peu important d'aller plus vite. Mais vous avez quand même l'immense majorité de la population qui est encore dans cette situation de peur et qu'on peut comprendre. Comment faire pour faire accepter des politiques qui entraînent des changements dans notre vie, dans une société qui voit l'avenir comme quelque chose de très flou et de très inquiétant, dans un moment où il y a
des taux d'inflation qui sont énormes, où on doit s'occuper de sa vie quotidienne et où finalement, ceux qui devraient, et je le dis en prenant ma part dans ça, ceux qui devraient donner une vision, ceux qui devraient dire, bah voilà, nous, on doit se projeter dans 10 ans pour savoir ce qu'on veut être dans 10 ans et après tracer le chemin pour y aller, ne le font pas ou très peu. C'est un vrai problème. Parce que quand on ne sait pas où on va, ben, on ne peut pas trouver le bon chemin pour y aller. Moi, je suis convaincue que la question de la vision politique est absolument essentielle pour rassembler. Si on n'a pas de vision, on ne peut pas rassembler. Et on ne peut pas demander à des gens de changer leurs habitudes. Si vous changez vos habitudes, mais que vous avez l'impression qu'on vous force à le faire, que vous avez l'impression que vous ne comprenez pas en quoi ça va vraiment améliorer les choses, collectivement, là, vous allez dire, écoutez, vous êtes gentil, mais moi, j'ai mes problèmes, j'ai ma vie. Vous me demandez de faire ça, je ne vois pas pourquoi. Ben, je ne vais pas m'emmerder à le faire. Parce que j'ai d'autres choses plus importantes pour moi, là, maintenant. Si vous n'arrivez pas à faire que cette personne se dise, non, si je le fais, en fait, c'est bien. Et en fait, je serais content de le faire parce que je participe à quelque chose. Et puis finalement, les changements d'habitude, bah, après, ma vie, elle sera peut-être mieux. Et ben, vous n'y arriverez pas. Alors, et ce côté, c'est la question du but. Oui. Le but, et puis surtout de se dire que l'avenir peut être bien et pas cette espèce de trou flou, là, un peu inquiétant, qui fait qu'on a surtout envie de se retourner se coucher. Mais sur ces sujets-là, je crois qu'il faut prendre des questions très concrètes. Et on peut prendre, par exemple, la question de la transition énergétique via l'éolien, via le renouvelable. Et dans le renouvelable, il y a principalement pour l'instant le solaire et l'éolien. Je crois que pour ce qui est du solaire, vous avez une politique assez ambitieuse. Pour ce qui est de l'éolien, Xavier Bertrand, on a l'impression, si on lit vos dernières déclarations sur le sujet, pas seulement les et vos décisions, que vous diabolisez un petit peu l'éolien. En tout cas, que les gens qui sont inquiets dans votre région de l'éolien trouvent, avec votre discours, un réceptacle. Voilà. Vous êtes inquiet aussi pour l'éolien et vous n'agissez pas pour l'éolien terrestre. Non, je vais pouvoir remettre les pendules à l'heure. Vous ne voulez plus d'éolien terrestre. Vous savez pourquoi? Parce que trop, c'est trop. Le territoire de la région des Hauts-de-France, c'est 5,7% de la superficie de la France. Vous avez combien de Les mâts? Hauts-de-France, 5,7%. Vous avez combien de mâts? 28,7% de tous les mâts en France. 5,7% de la superficie, 28,7% des éoliennes. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que les gens des Hauts-de-France ont fait pour mériter ça? Juste, si vous dites on a 28% de mâts d'éolien, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Ça veut dire que l'éolien est une plaie. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter la plaie de l'éolien? Non, attendez, vous me demandez ma position, c'est ça. Oui, c'est ça. Je ne me suis pas réveillé un matin parce que j'avais fait un cauchemar avec des éoliennes. C'est tout simplement qu'en ouvrant les yeux, en écoutant la population, on a 5,7% de la superficie, 28,7%. Trop, c'est trop. Alors, je ne suis pas comme celles et ceux qui disent qu'il faut couper les mâts d'éoliennes, comme une candidate à la présidentielle, c'est bon, je lui laisse ses élucubrations. Je dis tout simplement que chez nous, c'est trop. Et il faut aussi regarder les choses, pourquoi ça s'est passé comme ça. Il y a eu un abus de faiblesse des promoteurs de l'éolien. Parce que chez moi, j'ai aussi plus d'agriculteurs, de petits agriculteurs en difficulté que dans d'autres régions. Et ils sont allés les voir en disant « installez des éoliennes, ça va vous faire des recettes ». Il y a aussi des communes, beaucoup de communes dans la région des Hauts-de-France. Les deux départements de France où il y a le plus de communes, c'est le Pas-de-Calais et l'Aisne. Notamment des communes qui ont peu de population et peu de ressources. Ils sont allés les voir en disant « vous nous prenez des éoliennes et vous allez avoir des recettes. » Et des recettes fiscales. Voilà comment ça s'est passé. Donc aujourd'hui, moi, je ne suis pas le démagogue qui dit on va les couper les mâts, mais tout simplement, maintenant, c'est basta. Et je suis aussi un lanceur d'alerte parce que ça finira par se passer très mal. C'est-à-dire que vous allez avoir de plus en plus, quand il y aura des opérations, vous allez avoir des gens qui vont venir manifester, s'y opposer, et je ne veux pas d'autre chose. Donc, comme je refuse maintenant d'aller plus loin parce que j'estime qu'on a pris plus que notre part, je sais aussi que je dois faire davantage sur les autres ENR. Nous étions partis, nous, pour être la première région d'Europe sur le biométhane injecté. Bien, les méthaniseurs. Sauf que là, il y a aussi des lobbies au niveau national qui sont intervenus pour dire non, il ne faut pas en faire trop, les prix de rachat ont été revus. Que d'autre part, il y a aussi des problèmes d'acceptation. Donc, je continue, moi, à être sur ce développement du biométhane injecté et notamment pour faire de l'hydrogène vert.
et on continue à y aller à fond. Et puis le solaire, je suis ici dans une région qui n'est pas moins, pas plus ensoleillée que les Hauts-de-France. C'est une question de luminosité. On continue à y aller avec deux choses depuis longtemps avant la loi. Le photovoltaïque, oui, mais on ne bouffe pas 1 mètre carré de terre agricole et on n'enlève pas un arbre. Mais par contre, il y a largement de quoi faire sur des friches industrielles qui sont polluées et pour le coût des pollutions serait très important, et aussi sur les bâtiments. Alors on voulait le faire sur les lycées. Ceux qui auraient pris les marchés sont aperçus seulement après coup que c'était lourd, des panneaux photovoltaïques, et donc on va prendre un peu de retard. Mais comme on est une région où il y a aussi beaucoup de logistique, sur toute la logistique, sur tous les bâtiments logistiques, on met le paquet là-dessus également. Donc vous voyez, je sais que sur l'ENR, je dois rendre des comptes, mais en tout cas sur l'éolien terrestre, compte tenu de ce qu'on a en trop, on ne veut pas aller plus loin, c'est tout. Voilà. Et puis merci de m'avoir permis de le dire. Et vous avez une belle usine de batteries qui vient de s'installer. Ah non, pas une, parce que si on est sur la question de la transition énergétique, ça veut dire aussi la question de la décarbonation de l'industrie. Oui. Il y a à la fois l'énergie de ces usines et puis il y a aussi ce à quoi ça sert. Nous, vous savez, dans la région, je le dis d'autant plus que c'est un homme de gauche et un homme d'économie, un homme d'entreprise qui ont eu cette idée. Il y a dans la région REV 3, la troisième révolution industrielle. J'aurai un César, ce qui appartient à mon prédécesseur, Daniel Percheron et Philippe Vasseur. Et ils ont eu, suite à l'intuition de Jérémy Rifkin, l'idée d'aller dans cette direction. Et moi, non seulement j'ai continué, j'ai amplifié. On a aujourd'hui un peu plus de 1900 projets qui marient l'écologie et l'économie. Et donc, ça nous a semblé naturel d'aller notamment dans la direction des usines de batteries, parce que très clairement, les voitures seront plus vertes avec les batteries. Mais attention, on fabrique dans la région des batteries. Nous avons, au moment où je vous parle, 4 gigafactories qui sont décidées. Nous arrêterons à beaucoup plus que 4. Mais il y a ça, il y a l'amont, le graphite, le raffinage du graphite, et il y a l'aval sur lequel nous sommes positionnés depuis longtemps. La première annonce a été faite la semaine dernière, du recyclage également des batteries. C'est l'ensemble du cycle qui effectivement nous intéresse, même si bien évidemment, comme la région Grand Est, on est très engagé sur tout ce qui est matériaux biosourcés, la bioéconomie, et je pourrais vous parler aussi des autres voies de communication. Donc vous me permettez de montrer que les Hauts-de-France ne sont pas dirigés par un homme des cavernes, mais tout simplement par quelqu'un qui a à cœur de marier l'écologie et l'économie. Merci. Alors, on va accueillir juste, excusez-moi, Barbara Pompili, on va accueillir je vais répondre un petit peu à tout ça. Oui, vous allez répondre. On va dire bonjour à Marie Toussaint. Je ne sais pas si... Voilà, bonjour Marie Toussaint. Bonjour. Donc Marie Toussaint, inspiratrice il y a quelques années de l'affaire du siècle, députée européenne et qui aspire même, qui est, je crois que votre parti l'a déjà décidé, sera tête de liste pour les prochaines européennes, pour les écologistes. Bienvenue. Vous êtes en direct de où? De Strasbourg? Non, je suis à Paris. À Paris. Je suis à Paris. Et au regret de ne pas être avec vous à Nancy parce que c'est un débat et des journées de débat qui sont et qui ont l'air en tout cas extrêmement riches. Donc vraiment ravie d'être parmi vous de loin. Donc le thème du débat, c'est l'acceptabilité. Comment faire la transition sans fracturer. On va peut-être faire un petit peu de politique avec vous parce que on se demande si les écologistes, qui sans doute avaient raison avant tout le monde sur ces questions, sont les meilleurs pour faire accepter leurs bonnes idées. Vous allez nous le dire. Mais d'abord, je voudrais faire réagir Barbara Pompili à ce que vient de dire Xavier Bertrand. Je ne pense pas que, d'ailleurs, ça soit un débat avec beaucoup d'opposition. C'est peut-être une réaction. Je ne sais pas si vous avez entendu Marie Toussaint. Peut-être vous pourrez aussi réagir. Moi aussi, je suis une habitante des Hauts-de-France et cette stratégie qui était une stratégie de mettre dans l'œil du cyclone la question des éoliennes, ça a fait énormément de mal à toute la politique de développement des énergies renouvelables en France. Et en tant que ministre qui était en charge de ça, j'ai dû, moi, aussi gérer les problèmes qui étaient créés par ce genre de choses. Et quand on crée des oppositions comme ça, quand on subventionne les associations anti-éoliennes pour dire « oui, on va aller faire des manifs là vous avez à subventionner avec le logo du Conseil régional des réunions anti-éoliennes. Et donc, vous avez vous-même, alors que nous avons besoin là-dessus de créer du consensus et de travailler ensemble, vous avez pas créé, mais vous avez alimenté des oppositions. C'est vraiment quelque chose qui... Oui. On est au cœur du sujet. On est au cœur du sujet. Si on ne veut pas se déchirer, pas de contre-vérité.
Déjà, l'association, elle a été financée depuis seulement 1 an. Elle n'est pas là pour aller faire des manifs. Elle est là pour organiser des réunions dans le cadre des enquêtes publiques. Première chose, la présidente de cette association, c'est quelqu'un de tout à fait respectable, petite fille du maréchal Leclerc, c'est quelqu'un qui, par son histoire et autres, est quelqu'un, vous la rencontreriez, vous la connaissez peut-être, c'est vraiment pas une énervée. Premièrement. La deuxième chose, c'est qu'à chaque fois, ça leur permet aussi de financer, la région ne peut pas le faire, des actions contre les promoteurs. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, l'État, dans beaucoup de situations, s'est opposé à des projets. Donc il faut aussi le savoir. D'ailleurs, des reproches ont été faits aux préfets parce qu'ils avaient un peu trop tendance à déposer des recours. Donc ce que je veux juste vous dire, j'assume totalement le fait de financer cette association, mais ce n'est pas des allumés qui vont manifester quand il y a des installations. Ce sont des gens qui défendent les droits en justice. Ce n'est pas depuis 1 an, c'est depuis des années. Et c'est dommage parce que j'ai pas mauvais esprit, parce que j'avais pris des photos à l'époque des placards qui avaient été faits dans le courrier Picard avec le logo du conseil régional pour dire venez tous à la réunion anti-éolien. Mais je ne veux pas rester là-dessus. L'État, bien sûr, fait son rôle. L'État joue son rôle quand il y a des projets. Lui, il regarde, il fait un contrôle, il regarde si toutes les règles sont respectées, notamment les règles environnementales. Et il y a des projets sur l'éolien qui ne respectent pas les règles environnementales. Dans ces cas-là, l'État, évidemment, est dans son rôle de s'y opposer. C'est normal. Et moi-même, je me suis opposée à certains projets éoliens. Donc, je pense qu'il faut qu'on sorte de la caricature. Le pire dans les politiques de transition écologique et dans cette question que nous avons essentielle d'essayer de trouver de l'acceptation, c'est de rentrer dans le binarisme du pour ou du contre. On ne peut pas être pour ou contre. De toute façon, on ne peut pas être pour ou contre le changement climatique, il est là. Donc, ce n'est pas une question d'être pour ou contre. Après, la question, c'est comment on trouve des solutions ensemble pour y faire face. Sur la question de l'énergie, pourquoi il y a eu plus d'éoliennes dans les Hauts-de-France ? Tout simplement parce que les Hauts-de-France, c'est un territoire de plaine, c'est un territoire venteux, donc c'est un territoire où c'est plus facile de mettre des éoliennes. Ça va être plus compliqué de mettre des éoliennes sur le Mont-Blanc. Mais après, vous avez mais je connais bien les chiffres. Il n'y a pas 5 fois plus de vent. Je connais bien les chiffres. Le sujet n'est pas là. Je connais bien les chiffres. Ce que j'ai vu aussi, c'est des collectivités dans ma circonscription qui ont récupéré beaucoup d'argent aussi parce que Amazon venait nous mettre un entrepôt. Bien sûr qu'il y a des incitations fiscales, mais le sujet n'est pas là. Le sujet de fond, c'est est-ce qu'on a besoin de plus d'électricité plus tard ? Oui. Donc, comment on produit cette électricité ? Il y a plusieurs moyens. Les éoliennes ne sont qu'un moyen, et ça, je suis d'accord avec vous, Xavier Bertrand. Mais par contre, dire on n'en veut plus, on arrête tout, alors qu'on a besoin d'en avoir plus et qu'on peut avoir des champs éoliens avec moins d'éoliennes et plus puissantes dans les Hauts-de-France, c'est ridicule. Il faut qu'on travaille à ça. Juste un point, le biométhane injecté, très bien. Très bien. Sauf que si on veut utiliser du biométhane injecté pour faire de l'hydrogène, pour remplacer le gaz naturel dont nous sommes trop dépendants aujourd'hui, à cause notamment, on l'a vu, ce qui se passait en Ukraine, en Russie, on n'en aura pas assez. On n'en aura pas assez. Donc il faut avoir une politique globale et fabriquer de l'hydrogène et mettre de l'hydrogène à toutes les sauces posera d'autres problèmes plus tard. Il faut qu'on se parle pour trouver des solutions ensemble et arrêter les pour ou contre ridicules. Non, mais attendez. Non, Marie-Toussaint, il y a juste un point. J'ai accepté de participer à ce débat. Oui. J'ai accepté de participer à ce débat pour vous dire Soyez aussi... patiente, Marie-Toussaint, je reviens vers vous. Le problème, ce n'est pas pour ou contre. Moi, je ne vous dis pas qu'hélas, on peut en enlever. Je vous dis juste qu'il y a ce ratio, vous en tenez compte ou pas, qui fait que dans les Hauts-de-France, il y a une exaspération. Et après, je sais pertinemment qu'il y a des obligations sur un mix énergétique. Vous pouvez caricaturer tout ce que vous voulez. Je suis venu comme un grand garçon ici. Il y a aussi un point que j'ai oublié de préciser. C'est que moi, je suis pro-nucléaire depuis tout le temps. Sans circonvolution, sans hésitation. Et très clairement, j'étais candidat depuis 2016 à l'installation d'EPR. Ça y est, le terrassement des EPR commencera en 2026. Il a fallu attendre qu'il y ait un changement de pied au niveau national. C'est aussi ce qui permet, vous savez qu'en termes d'énergie décarbonée, et si je prends notamment l'utilisation des mètres carrés pour produire un mégawattheure, il faut 99 mètres carrés pour un mégawattheure d'éolienne, 22 mètres carrés pour le solaire et 0,7 pour le nucléaire. C'est aussi totalement raccord avec les objectifs du ZAN. Barbara Pompili. Les EPR, on n'en aura pas avant 2040. Qui n'est pas là, avant. S'il vous plaît, merci. Marie-Toussaint, je ne sais pas à partir de quand vous avez pris ce débat. Je vous fais un petit résumé. Un petit résumé, très rapide.
Ça va être compliqué. Xavier Bertrand trouve qu'il y a trop d'éoliennes chez lui. Cette partie-là, je l'ai entendue. Voilà. Bon. Alors, comment vous réagissez à ce que vous venez d'entendre, Marie Toussaint, donc tête de liste aux européennes pour les écologistes? Ouais, non, je voulais pas vous laisser dans la difficulté de devoir résumer cet échange un peu tendu. Écoutez, plusieurs choses. La première, la question est, en faisons-nous assez pour maintenir une planète vivable? Je crois que c'est ça la question première. Et au point de vue du dérèglement climatique, comme au point de vue d'ailleurs des autres limites planétaires, il y en a 9. Les autres limites planétaires, outre la question du climat, ce sont la biodiversité, l'eau, l'acidification des océans, les différentes pollutions qu'on met dans l'atmosphère. Donc en faisons-nous assez? Aujourd'hui, nous dépassons 6 des 9 limites planétaires, nous sommes en risque d'en dépasser 2. Et donc c'est ça la question qui se pose à l'ensemble finalement des partis politiques aujourd'hui. La deuxième chose, et là je dirais que je suis d'accord avec Madame Poupili, c'est que la parole politique est performative. Et donc effectivement, quand on entend un président de région qui a une certaine stature dire que les éoliennes, ce n'est plus acceptable, que ce soit pour des questions de proportion ou pas, ce qu'entend le grand public, c'est que les éoliennes, ce n'est plus acceptable. Or, si nous voulons nous mettre en mesure de lutter contre le dérèglement climatique à la hauteur qui est la nôtre, à la part qui est celle de la France et de l'Europe, eh bien, il faut plus d'énergie renouvelable. Et la France est d'ailleurs le mauvais élève de l'Europe en la matière. Mais du coup, pour en revenir à cette question de parole performative, ça veut dire aussi que quand le président de la République appelle à une pause réglementaire environnementale en Europe, eh bien, ça a une portée. Ça a un sens et ça entraîne une dynamique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en Europe, nous sommes dans une situation de plus en plus compliquée, puisque la droite, les amis de M. Bertrand, s'allie avec l'extrême droite de façon croissante et avec une partie des libéraux pour arrêter la transformation écologique de notre économie et de nos sociétés, en disant, entre autres, que les politiques climatiques nourrissent le populisme. Et c'est le point sur lequel je veux arriver aussi. J'ai entendu, et je suis arrivée au moment où on parlait de la question, entre autres, des Gilets jaunes. Pardon. Alors oui, parce qu'en plus, c'est plus difficile, je pense, en ligne que quand vous interpellez. Pour moi, c'est encore plus dur. On vous écoute. Voilà. J'essaie de faire la police ici. Merci. La question qui se pose à nos sociétés, c'est aussi celle de la justice. Et on a raconté pendant longtemps que le modèle économique que nous avions développé, plus ou moins libéral en fonction de comment on l'appréhende, permettait de répondre à l'enjeu de la pauvreté parce qu'on luttait contre la pauvreté, qu'on faisait reculer quelque part les inégalités. Or, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas et nos sociétés sont tellement poreuses à la question des inégalités et des injustices qu'on a connu la crise du Covid, puis la guerre en Ukraine, malheureuse guerre que Vladimir Poutine mène à l'Ukraine, et derrière l'inflation, et qu'on a vu exploser les taux de pauvreté sur notre continent. Et la question de l'acceptabilité des politiques écologiques, pour moi, elle ne se pose pas. La question, c'est à quel point nous mettons-nous en mesure d'accepter les injustices et les inégalités sur notre territoire? Ou à quel point les refusons-nous? Lutter contre les inégalités, c'est certes une bonne manière d'entraîner tout le monde dans la transition et dans la transformation tant des comportements que du modèle industriel. Mais c'est un objectif en soi, et c'est un objectif qui permet de vivre ensemble et de vivre bien. Et cette bataille pour l'égalité, pour la justice sociale, il faut la reprendre parce qu'elle a été mise de côté pendant longtemps et qu'on entend certes des jolis mots, mais qu'on ne voit pas les politiques publiques qui vont en place. Et je finis en disant quand même qu'aujourd'hui en France, on compte, et les estimations sont à peu près les mêmes pour le niveau européen, on compte un écart d'espérance de vie de plus de 13 ans entre les plus riches et les plus pauvres. Et donc, peut-être ce à quoi il faut s'atteler, c'est à réduire cet écart d'espérance de vie qui est quand même l'injustice la plus cruelle qu'on puisse imaginer sur notre territoire, plutôt que de mener la guerre aux éoliennes. Alors, Barbara Poupili. Je pense que... Sur cette question de justice, beaucoup de gens ont le sentiment que pour lutter contre le réchauffement climatique, il va falloir prendre des décisions qui pèseront sur les plus pauvres, alors qu'il est démontré que ce sont les plus riches qui sont les plus créateurs de CO2. Et pourtant, il n'y a aucune mesure fiscale. C'est le premier frein à l'acceptabilité des politiques, d'une manière générale. C'est le sentiment qui est... Je parle d'un sentiment parce que ce n'est pas toujours vrai, mais c'est le sentiment qu'on est face à des mesures qui sont brutales et qui sont injustes.
Or, souvent, c'est pas brutal. Souvent, on se retrouve à devoir mettre en place des politiques qui ont été décidées il y a très longtemps, donc c'est pas brutal. Et souvent, c'est pas non plus injuste. Par exemple, moi là, quand je travaille sur les ZFE, aujourd'hui, le nombre d'aides qui sont à disposition des gens pour pouvoir être mobiles autrement sont très importantes. Aujourd'hui, il existe des systèmes qui, s'ils étaient tout simplement mieux connus, mieux organisés, permettraient quasiment à tout le monde de ne pas avoir trop de problèmes sur la mise en place des ZFE. Non, parce qu'il faut expliquer que les ZFE sont des zones à faible émission, où les automobilistes pourront entrer à certaines conditions très restrictives, et donc on imagine que ça sera les plus fortunés, ceux qui pourront payer un péage s'il y a un péage, mais il n'y aura pas de péage, ceux qui pourront avoir des véhicules électriques beaucoup plus chers, qui pourront y rentrer. Donc il y a cette idée que c'est injuste à la base. Voilà, mais pour moi c'est vraiment le truc le plus important, c'est que c'est perçu comme injuste et c'est perçu comme brutal. Et donc à partir du moment où les gens ressentent ça, c'est terminé. Ça ne peut pas bien marcher. Parce que forcément, les gens vont s'opposer. Et puis après, dessus peuvent s'ajouter toutes les bêtises politiciennes et les réseaux sociaux en plus, les fake news, et on n'en sort pas. Et donc, il faut qu'on travaille sur cette question de l'acceptabilité de la même manière qu'on a travaillé finalement au consentement à l'impôt. Moi, je mets toujours ça un petit peu en vis-à-vis. Le consentement à l'impôt, c'est quand on comprend le bénéfice qu'il y a à payer des impôts. C'est ça. Il y a des études qui ont été faites là-dessus, très intéressantes. On ne consent à l'impôt que parce on a le sentiment que c'est juste, c'est transparent, c'est-à-dire qu'il y a un suivi, et qu'on a le sentiment qu'il y a des contreparties. D'ailleurs, on paye des impôts parce qu'on va voir qu'il y a des services publics, etc. Et d'ailleurs, plus il y a des problèmes avec les services publics, plus ça cause des problèmes sur le consentement à l'impôt. Il faut qu'on trouve des mécanismes qui soient un peu les mêmes pour le consentement aux politiques de transition écologique. Parce qu'une fois qu'on ne considère plus que c'est injuste et qu'on ne considère plus que c'est brutal, ça marchera. Et donc c'est le rôle, j'insiste beaucoup, parce que nous les politiques, même si maintenant je le suis moins, mais nous les politiques, on a cette responsabilité-là de travailler à ce que les gens comprennent que ce n'est pas injuste et que ce n'est pas brutal. Et pour qu'ils ne le prennent pas comme ça, une des premières recettes, c'est de les associer en amont à l'élaboration des politiques. Et l'association en amont à l'élaboration des politiques, c'est quelque chose qui commence à être mis en place dans certains territoires. Je ne sais pas si Xavier Bertrand le fait, mais ce serait intéressant qu'il nous raconte un petit peu son expérience de ça. Mais est-ce que, quand il y a eu des conventions citoyennes qui ont été faites, la première, qui n'était pas la vraie première, mais disons la convention citoyenne que tout le monde connaît pour le climat, a été un exercice sur lequel on pourra disserter parce que j'ai beaucoup à dire là-dessus, mais il y a plein d'autres exercices de ce type qui existent, qui, à mon sens, sont des bonnes bases pour pouvoir travailler sur cette question d'acceptation. Donc, faire des conventions, associer plus à tous les niveaux, local, régional, national, européen, les populations, les divers acteurs, pour qu'eux disent aussi, parce que c'est important, on ne peut pas être intelligent tout seul. Il peut y avoir parfois des mesures qui ont des conséquences dans la vie quotidienne à laquelle on n'avait pas pensé. Eh bien, le fait que les gens puissent en parler, on peut trouver des solutions. Et ça, c'est des politiques qui marchent. Ce n'est pas que de la théorie. Ça a été mis en pratique dans un certain nombre d'endroits. Je vous invite à aller à Bruxelles, par exemple. La ZFE de Bruxelles, la zone à faible émission de Bruxelles, a été mise en place après un gros travail d'association en amont des populations sur la question de la pollution de l'air, sur comment on pouvait faire, et ça marche bien. Xavier Bertrand, vous êtes à la tête d'une région qui compte une forte proportion de population pauvre. Avec la Corse, celle pour laquelle il y a effectivement le plus fort taux de pauvreté. Est-ce que vous constatez que une partie de la population considère que la transition pèse plus sur elle? Et sur le cas précis des ZFE, quel est votre avis et comment les faire accepter? Quand on vous a fait acheter, voilà quelques années, une 406 diesel en disant qu'avec les filtres à particules, il n'y avait plus de problème, et qu'aujourd'hui on vous dit que vous êtes devenu un pollueur et que vous ne pourrez plus rentrer dans le centre des villes, les gens vous disent juste une chose: on va faire comment?
Et les voitures aujourd'hui électriques qui existent, qui sont à des prix encore acceptables, c'est de la Zoé. Vos 3 enfants que vous mettez sur la banquette arrière de la 406, vous ne les mettez pas dans la Zoé. Et les voitures électriques sont toujours pas encore là, alors que certaines ZFE, avant qu'elles ne soient reportées, vont s'appliquer beaucoup plus rapidement. C'est aussi simple que ça. Et là, ça pose un problème sur lequel on peut être d'accord. Ce n'est pas que je vais chercher à faire du consensus pour du consensus, mais c'est la question de l'acceptabilité sociale. Je ne suis pas d'accord avec Barbara Pontili quand elle parle de la peur. Les gens ont conscience, il suffit de regarder le mois de septembre le plus chaud qu'on ait jamais connu. On voit notamment les inondations, on voit des incendies. C'est sous leurs yeux que les Français, depuis maintenant plusieurs années, se disent ça ne peut pas continuer comme ça. Et ils savent pertinemment, un peu pour eux, et surtout pour leurs enfants, que ça va devenir invivable. La seule chose, c'est qu'ils veulent tout simplement être capables de se raccrocher à cette transformation écologique. Et derrière ça, moi, ce que je vois, c'est qu'on l'a vu avec les Gilets jaunes et la taxe carbone, si à un moment donné, une bonne partie de la population se met en croix et refuse, là, on va prendre des années de retard alors qu'on a justement besoin d'accélérer. Et cette question de l'acceptabilité sociale est vraie pour les catégories populaires, mais aussi pour les classes moyennes. Et on a ce sujet également sur les produits alimentaires, sur les produits de consommation, quand vous voyez les difficultés que connaît aujourd'hui notamment le bio, et qui ne sont forcément à relier aussi aux problèmes de pouvoir d'achat que l'on rencontre aujourd'hui. Donc ce n'est pas que les Français ne veulent pas, c'est qu'ils veulent savoir s'ils vont pouvoir justement le faire. Les ZFE, c'en est effectivement un très bon exemple. Après, il y a aussi un sujet, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, dans les annonces qui ont été faites l'autre jour, pour ma part, il me semble quand même qu'on a besoin, au niveau de l'État, d'arrêter les injonctions contradictoires et de porter à nouveau un discours beaucoup plus fort au niveau international. On est quand même le pays où des présidents, Jacques Chirac, le discours de Johannesburg, que ce soit également François Hollande avec Laurent Fabius, les accords de Paris, c'est quand même chez nous. Je reste persuadé qu'il ne s'agit pas de faire la leçon à la terre entière, mais on doit continuer à porter ce message international. Aujourd'hui, vous avez des poids lourds, vous avez des bus qui ne circulent plus en Europe avec les normes. On les vend Moyen-Orient, Proche-Orient, Afrique. On se fout de savoir s'ils polluent là-bas, c'est la même planète. Il n'y a rien qui est fait. Et ceux qui ne respectent pas les accords de Paris aujourd'hui, quelles sont les sanctions qui sont mises en place par la communauté internationale? Ce discours-là, c'est peut-être un discours, mais suivi d'actes, on en a absolument besoin. Et je suis convaincu que là, il est capable de fabriquer du consensus en la matière. Marie Toussaint, vous êtes toujours là? Voilà, je vous vois. Je suis toujours Le là. thème, c'est l'acceptabilité et faire partager à tous ce souci qui est le vôtre de transition écologique et environnementale, et, enfin énergétique. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, les écologistes, que vous tenez le bon discours, et certains d'entre vous, peut-être, pas vous personnellement, mais certains d'entre vous, est-ce que vous n'avez pas le sentiment de caricaturer un petit peu certaines parties de la population qui seraient considérées comme pollueurs, mangeurs de viande ou, est-ce qu'il ne faut pas changer un petit peu de discours? Je ne vous demande pas un propos d'autocritique ici, mais le côté donneur de leçons, c'est ce qu'on vous reproche souvent. Est-ce que vous avez décidé de changer un petit peu la teneur de vos propos? Puisque vous allez être à la tête, je vous pose cette question, vous êtes à la tête de la prochaine campagne. Non, mais alors, si vous me demandez une dissertation sur la prise de parole écolo sur les 20 dernières années, je ne suis pas sûre que ce soit tout à fait le sujet, mais je vais quand même y répondre, Monsieur Legrand. L'enjeu, je l'ai souligné tout à l'heure, c'est combien et à quel point sommes-nous capables de transformer notre économie. Ce qui est vraiment la mère de toutes les batailles. C'est le système économique, qui est d'ailleurs mondialisé aujourd'hui, qui nous entraîne vers le dépassement total des limites planétaires, avec tout son lot d'impact sur les humains qui vont avec. Moi, j'étais intéressée d'écouter M. Bertrand qui dit les États qui ne respectent pas l'accord de Paris, finalement, quelles sanctions ont-ils? Bon, il se trouve qu'il y a un certain nombre d'États qui ont été sanctionnés pour irrespect des objectifs de l'accord de Paris. Entre autres, les Pays-Bas, l'Allemagne ou encore la France. Et donc, nous faisons partie des États qui ne respectent pas les trajectoires sur lesquelles ils sont pourtant tombés d'accord au moment de la signature de l'accord de Paris. Et donc cela, j'y reviens, ça nécessite, entre autres, mais beaucoup, de développer les énergies renouvelables, dont le solaire et l'éolien. Mais aussi de faire la sobriété. Alors,
la question pour les écolos, c'est quel discours est-ce que nous pouvons porter pour entraîner la société avec nous? Mais les changements auxquels nous devons donner naissance, ils sont systémiques. Et je veux rappeler quand même que s'ils concernent, selon les estimations, ce sont des estimations, hein, mais si cela concerne à 25% les gestes individuels, même si chacune et chacun faisait tout ce qu'il pouvait pour agir pour le climat, il resterait l'ensemble du modèle dans lequel nous vivons qui contribue à dépasser les limites planétaires. 75% reposent sur des changements structurels. Et donc, quand on a investi 2 fois plus d'argent dans la route, et je pense notamment à la 69 Castres-Toulouse, quand on a dépensé 2 fois plus d'argent dans l'autoroute que dans le train, eh bien là, ça pose des questions. Quand on a oublié d'investir dans la rénovation thermique, d'ailleurs pour des questions de précarité énergétique, mais aussi parce qu'un certain nombre de maisons sont devenues toxiques, de fait de pollution multiple, d'humidité, etc. dans ces maisons. Mais quand on a oublié d'investir dans la rénovation thermique, alors on n'aide pas ni la lutte contre la pauvreté, ni la lutte pour le dérèglement climatique. Quand on a laissé s'envoler la construction de batteries et d'autres dans d'autres continents, eh bien, on n'a pas aidé la lutte contre le dérèglement climatique. Ça, c'est peut-être en train de changer, mais quand on continue à passer des accords de libre-échange qui vont nous emmener à exporter des voitures, à importer de la viande aux grands dents de la déforestation et des droits des peuples qui habitent dans les forêts, eh bien, on contribue à l'inaction climatique. Donc l'acceptation, elle est aussi une question d'exemplarité. C'est aussi une question d'exemplarité, de comment on change de modèle. Et d'ailleurs, la simple atteinte de nos objectifs dépend de ces changements systémiques auxquels nous devons donner naissance. Et donc, il faut changer les choses, et il faut changer les choses dans la pratique. Et vous savez, moi, je suis juriste, vous l'avez rappelé tout à l'heure, et j'aspire aussi à ce que l'on change le cadre dans lequel nous agissons. Et donc oui, il faut intégrer le climat et les limites planétaires dans la Constitution française. Et oui, nous avons besoin d'un traité environnemental pour qu'au niveau européen, et que notamment dans la gouvernance et la gouvernance budgétaire, parce qu'aujourd'hui, si on revient au pacte de stabilité, on n'a pas les moyens pour investir. Or, il nous faut investir et investir encore. Et donc, ces questions-là, la question de la hiérarchie, de ce qu'on met au sommet de la hiérarchie des normes, eh bien, elle est aussi indispensable et elle permettra justement d'actionner tous les leviers, fussent-ils de l'ordre des politiques publiques ou de l'action des entreprises privées. D'accord. Alors, je vais donner la parole à la salle, puisqu'il y a des questions, mais juste avant, la question que je vous ai posée, Marie-Toussaint, sur le discours, je crois que Barbara Pompili l'ait posée à un moment, et elle veut réagir à ma question, qui était la vôtre. Oui, je me la suis posée, et... alors d'abord, il y a un point où je suis totalement d'accord avec Marie-Toussaint, c'est l'importance de la cohérence. À un moment, si on veut être suivi, il faut que le discours et les actes soient cohérents. Parce que sinon, plus personne s'y retrouve et c'est le meilleur moyen pour qu'on perde des gens en route. Ça, c'est la première chose. Après, ayant été moi-même membre du Parti des Verts pendant des années, j'ai bien vu à quel point c'était compliqué de trouver la bonne position quand on fait de la politique entre lancer des alertes et donc avoir ce rôle un petit peu de secouer le cocotier, de dire là, il y en a vraiment qui font n'importe quoi et pointer un peu ceux qui ne font pas ce qu'il faudrait, et le rôle que nous avons en tant que politique, et je crois que c'est ça la différence entre une ONG et des partis politiques, de la construction de la décision. Et la construction de la décision, on ne peut pas la faire en dénonçant tout le temps ceux qui font mal. Je pense que ça, c'est le rôle des ONG. Le rôle des politiques, c'est de dire, OK, maintenant, on va placer tout le monde devant ses responsabilités, tous les acteurs, parce qu'on est dans le même bateau. Je ne sais pas si vous avez lu, parce que c'est la mode, enfin en ce moment on parle beaucoup du pape, il a fait une très très belle encyclique qui s'appelle Laudato Si, qui est une encyclique incroyable que je vous invite à lire et qui parle justement, qui explique à quel point on est tous dans le même bateau et si on réussit à s'en sortir, c'est ensemble, et si on coule, ce sera ensemble. Les gentils, les méchants, ceux qui font bien, ceux qui font pas bien. Donc, il va falloir discuter avec le monde de l'agrochimie qui fait des pesticides. Il va falloir discuter avec les chefs d'entreprise. Il va falloir discuter avec tout le monde, mettre tout le monde autour de la table pour trouver des solutions ensemble, quitte à les secouer. Et on ne pourra mieux les secouer, on ne pourra bien les secouer que quand on aura une vision claire de ce qu'on veut faire. Donc, la question de la vision est toujours absolument essentielle. Donc, jeter des accusations et monter les gens les uns contre les autres, je me suis toujours opposée.
J'ai toujours considéré que la complexité était quelque chose qu'il fallait intégrer quand on faisait de la politique. Et donc, je n'ai jamais pu suivre quand il y avait, et là, dans tous les sens, des gens qui disaient c'est la faute des uns, la faute des autres, et qui restaient dans ce positionnement-là. On ne peut pas rester dans ce positionnement-là parce qu'il va falloir qu'on y arrive tous ensemble. C'était un point que je voulais... Merci. On va passer aux questions de la salle. Je crois que le Conseil nancéen de la jeunesse est représenté ici par quelques étudiants qui veulent poser des questions. Vous avez un micro ? Bonjour. 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 Ça y est, ça marche. Oui, du coup, on est les jeunes du Conseil nancéen de la jeunesse. Donc, on a un collectif de jeunes qui sommes conviés à différents débats de manière bénévole. Et aujourd'hui, pour nous, c'est un plaisir de pouvoir débattre aussi sur ce sujet-là. On a essayé de rester, fidèles au collectif, car on a pu se regrouper pour déjà échanger en amont de ce qu'on pensait de cette thématique. Et c'est vrai que ce qui est ressorti, c'est déjà de passer des consciences, des valeurs, de la pensée vers l'action, le fonctionnement, les interactions, les faits sociaux. On voit peut-être d'abord un premier mouvement où on doit modifier les consciences, et ensuite ce mouvement des consciences vers l'action. Nous, on se demande aussi comment on fait pour agir dans ces différents systèmes qui peuvent aussi revenir en arrière. On a peut-être des consciences qui vont vers les actions, puis on revient en arrière ensuite. On a différents mots qui ont été utilisés. Ça peut être l'acculturation, la socialisation, l'appropriation, les habitudes, et ce terme qui revient dans la question initiale, qui est l'acceptabilité. Et on parle de fracture, mais on peut aussi peut-être parler de désobéissance, de marginalisation quand on ne se reconnaît pas dans ce débat-là. Et on a aussi fait attention d'utiliser des termes clairs qui parlent aussi à la jeunesse et qui parlent à un grand public, parce que ça peut peut-être surprendre, et nous aussi qui sommes conviés aujourd'hui, ça peut nous surprendre, et ça peut paraître compliqué, mais finalement c'est des sujets qui nous sont... on se sent concerné en premier, parce que pour nous, c'est notre monde de demain. Et on aimerait aussi comprendre les freins et comprendre aussi ce qui motive ce mouvement des consciences vers les actions. Oui, vous avez bien résumé la situation, parce qu'on est à un moment où la prise de conscience semble être maintenant réalisée. Comme le disait Xavier Bertrand, c'est devant nous, on le voit avec les températures et la prise de conscience et le passage à l'action. Comment vous réagissez, Xavier Bertrand, à ce dilemme, la prise de conscience, le passage à l'action, l'acceptabilité. Vous avez dit aussi, vous avez parlé de marginalisation. Certaines populations peuvent se sentir marginalisées. Quand on parle du bio, par exemple, on a toujours l'impression que ça ne concerne qu'une partie de la population, même si c'est de moins en moins vrai. Est-ce que vous avez une réflexion par rapport à ce que vous venez d'entendre ? Que notre responsabilité est surtout vis-à-vis de vous, dire les choses telles qu'elles sont. Vous savez, je suis père de famille, la dernière ayant 3 mois et demi. Je sais pertinemment que l'action que je mène, elle est pour aujourd'hui, mais elle est aussi pour demain et après-demain. Cette responsabilité, elle est pleine et entière. Donc, ce qui veut dire aussi aujourd'hui, c'est qu'on doit accélérer ce rythme, expliquer. Je trouve quand même que aujourd'hui, les climato-sceptiques se sont quand même pris ont beaucoup de plomb dans l'aile, je trouve. Ils ne sont plus climato-sceptiques, ils disent c'est pas possible. Ouais, mais enfin, je trouve quand même que tout ça est quand même terminé, au-delà des élucubrations de Trump. Je trouve que la conscience écologique a énormément progressé. Je le dis également, je pense que les gens sont vraiment prêts à faire des efforts. Vous savez, si on revient un peu en arrière, vous voyez notre rapport à l'eau chez nous. Vous voyez le regard des enfants. Quand vous voyez aussi la gestion du tri à la maison et en dehors, les progrès ont été importants. Là où on a besoin, c'est de montrer aussi clairement aux Français ce qu'ils peuvent faire de plus pour s'inscrire dans cette démarche. Il y a l'industrie, il y a le logement, il y a l'agriculture, il y a les transports. Mais je pense qu'on a aussi besoin d'une nouvelle forme d'appropriation citoyenne. Et la question, je l'ai dit tout à l'heure, de l'acceptabilité sociale, il y a un sondage, je crois que c'est dans le Figaro d'aujourd'hui, qui montre que c'est quand même cette clé-là. Après, on a aussi d'autres enjeux, on l'a dit au niveau international. J'ai parlé tout à l'heure des discours. Les pays qui sont fait taper sont les pays qui sont les plus faciles à taper et sont en Union européenne.
Mais moi, je plaide depuis des années, c'est notamment ce que je fais avec mon mouvement, Nous France, pour qu'il y ait une vraie taxe carbone aux frontières de l'Europe. C'est-à-dire que les pays qui ne respectent pas les mêmes normes sociales, fiscales et surtout environnementales, il faut tout simplement leur imposer ce changement rapidement. Je parle de la Russie, je parle de la Chine, je parle de l'Inde, je parle des États-Unis. Si leurs produits, qui sont produits n'importe comment, en polluant la même planète, se trouvent lourdement taxés en rentrant en Europe, le marché européen les intéresse, là il y aura des changements en profondeur. C'est ça aussi le raisonnement. Il est national et je pense que la France a vocation à être exemplaire. Je ne vais pas vous ressortir, on est moins de 1% des émissions. Non, on a une responsabilité parce qu'on est la France, parce qu'on est la France. Et je vous le dis, quand il y a cette tradition de présidents de toute sensibilité qui sont exprimés, on doit continuer, nous, à être exemplaires, mais on doit aussi faire cet effort pour clairement entraîner les autres. Ça, j'en suis intimement convaincu. Je ne sais pas si j'aurai à nouveau la parole tout à l'heure, mais vous voyez, bon, bien évidemment, on a parlé des éoliennes, je n'étais pas surpris en venant ici. Mais je pourrais aussi vous parler de ce que font les voisins et de ce que certains soutiennent chez les voisins. Madame la députée européenne, si je ne me trompe pas, elle ne doit pas être devenue pro-nucléaire, alors qu'aujourd'hui, il y a un consensus qui a largement progressé. Et pendant ce temps-là, que les Allemands continuent l'exploitation de leurs centrales à charbon, ça ne dérange pas grand monde. Ça ne dérange pas grand monde. Moi, ça me dérange. Parce que les vents dominants que j'ai dans les Hauts-de-France, notamment sur l'île, sont aussi des vents dominants qui viennent de Belgique, des Pays-Bas et justement de l'Allemagne. Marie Toussaint, vous êtes toujours là? Voilà, Marie Je Toussaint, suis toujours là. Vous venez d'être interpellée, mais je ne sais pas si on va refaire le débat nucléaire versus éolien. On ne l'a pas fait. Vous remarquerez que les écologistes sont passés de « arrêtons le nucléaire tout de suite » à 10 ans, 20 ans, ils en sont à 25 ans. Donc ça progresse un petit peu dans le sens que... Les écologistes n'ont jamais dit on arrête le nucléaire tout de suite. Certains, c'est faux. si. Bon, en tout cas, ils sont à 25 ans là. Bah, Mais une génération, pas pareil. est-ce que, Marie Toussaint, vous avez entendu le Conseil national de la jeunesse, le Conseil nancéen de la jeunesse qui se posait toutes ces questions et qui parlait, qui avait ces mots, marginalisation, qui réfléchissait autour de l'acceptation de l'action, comment faire accepter l'action et comment chacun peut se sentir embarqué. Oui, puis il posait aussi la question de comment est-ce qu'on passe de la prise de conscience à l'action. Hein, c'était les deux questions. Comment est-ce qu'on fait naître la prise de conscience et comment est-ce que... Déjà, la prise de conscience, elle est faite pour vous, comme le dit Xavier Bertrand? Est-ce qu'elle est faite? Non, et c'était... Alors d'abord, je voulais vraiment remercier le Conseil nancéen de la jeunesse parce que vous avez fait un travail remarquable, que vous avez synthétisé de façon extrêmement brillante. Donc, je tiens déjà à le souligner et à vous remercier pour ça. Ensuite, non, moi, je suis inquiète quand j'entends il n'y a plus de problème avec le climato-scepticisme. Pourquoi? Eh bien parce que ce qu'on voit mobiliser au niveau mondial, ce sont des sommes faramineuses qui viennent financer le climato-scepticisme. Et donc, il y a un travail particulier là-dessus. Mais ce qui est en train de se passer sur les réseaux sociaux et dans un ensemble de lieux qui ne sont pas de l'ordre de l'information, voilà, des journaux officiels, etc., c'est la négation du dérèglement climatique, c'est le fait de dire c'est pas grave, et c'est aussi le fait de dire c'est les autres et c'est pas nous. Voilà. Et donc, bon, je suis heureuse d'entendre que ce n'est pas repris autour de cette table, mais c'est une réalité. Et ils sont en train d'essayer de renverser la vapeur. Donc, la vigilance doit être permanente, parce que les nationaux-populismes, les identitarismes qui sont en train d'émerger en Europe, mais aussi à travers la planète, on l'a vu avec Bolsonaro, on l'a vu avec Narendra Modi, on l'a vu avec Trump, et on pourrait poursuivre, sont aussi des forces qui sont susceptibles de nier le dérèglement climatique demain et qui, dans tous les cas, continuent à l'alimenter proactivement aujourd'hui. Le deuxième sujet sur lequel je voulais revenir, parce que Barbara Pompili, et merci pour le rappel de la position sur le nucléaire, c'est important, Barbara Pompili a beaucoup parlé de démocratie environnementale finalement, de comment est-ce qu'on associe la population à la transformation. Et ce point-là, à mon sens, il est indispensable. Il est absolument indispensable et incontournable. Pourquoi? Eh bien parce que quand on développe des projets sans l'avis des populations, eh bien c'est normal que les populations se retournent contre ces projets. Or, on a un problème de démocratie environnementale dans ce pays et d'ailleurs, on assiste à un détricotage du droit de l'environnement. Et c'est une problématique puisque le droit de l'environnement est aussi un droit démocratique. Mais je veux aller un cran plus loin.
et justement tous les enjeux de projets nucléaires, notamment en mer, d'autoroutes, etc. Si on avait une meilleure démocratie environnementale, si on tenait vraiment compte et qu'on associait vraiment la population au choix, eh bien les choses se passeraient beaucoup mieux. Et moi, je suis convaincue qu'on accélérerait pour de vrai, contrairement à ce qui est inscrit dans le projet de loi d'accélération des renouvelables qui vient d'être adopté, avec une fragilisation de la démocratie environnementale. Mais je crois que si on accentuait la démocratie environnementale, on accentuerait aussi l'adhésion à la transformation. Mais je viens à mon point que je voulais souligner. Vous savez, moi, quand on a lancé l'affaire du siècle avec donc les ONG, dont je faisais partie, Notre Affaire à tous, Greenpeace, Oxfam et la FNH, Monsieur de Rugy, qui était alors ministre de l'écologie, nous a tout de suite répondu « Super, c'est les gilets verts, ils sont avec moi, contre les gilets jaunes qui sont dans la rue ». Et donc, avec Priscilla Ludowski, qui avait initié la pétition qui a donné naissance au mouvement des Gilets jaunes, on a fait un livre ensemble pour dire l'inverse, pour dire que le refus, c'était le refus de l'injustice et le refus de l'inaction. Nous avions donc un souhait et de justice et d'action. Et pour ça, il y a un besoin qui est absolument indispensable. C'est de tenir compte de l'impact de tous nos projets, et donc d'associer en amont, évidemment, mais les personnes en situation de pauvreté. Parce qu'on ne peut pas prétendre que quand on ausculte tout le monde, on écoute avec l'attention qu'il et elle méritent les personnes en situation de précarité, en situation de plus grande vulnérabilité. Donc il faut qu'on change toute la façon dont on fait de la politique, du niveau local au niveau global, en passant évidemment par le niveau national et européen, de sorte à pouvoir tenir compte des impacts sur les 10 et 20% les plus pauvres de la population de nos décisions, évidemment de trouver les moyens de les associer. C'est ce que j'appelle personnellement un droit de veto social et on a absolument besoin de le mettre en place. Veto social, droit de veto social. Oui. Barbara Pompili. En fait, moi, ce qui m'inquiète, moi, je pense que le climato-scepticisme existe malheureusement, vraiment. Je pense aussi que moi, les plus gros problèmes que j'ai eus en tant que ministre, quand j'ai dû mettre en place un certain nombre de politiques, c'était pas des gens qui me disaient on veut rien faire, il n'y a pas de changement climatique. Ils me disaient tous oui, c'est vrai, ah là là, ouf, urgence. Mais on avait un vrai problème sur la question du rythme. Tout le monde aujourd'hui, vous n'allez pas trouver grand monde qui va vous dire « Moi, je ne suis pas écolo, moi, je ne veux pas de changement, je veux pas qu'on trouve des solutions face au changement climatique. » Tout le monde va vous le dire. Sauf que le problème, c'est que d'acter l'idée que pour ça, il va falloir changer des choses dans nos manières de vivre. Et c'est ça qui ne marche pas. Aujourd'hui, ce qu'essayent de dire beaucoup de responsables politiques, y compris dans la majorité que je soutiens, c'est on va pouvoir y arriver sans que ça se voie. Ça n'existe pas. C'est un petit peu ce que dit le président, l'écologie à la française. Oui, non je pense que ça n'existe pas. Il faut accepter l'idée qu'on est en train de changer de monde et que c'est pas grave. Et qu'il y a des révolutions qui ont changé nos vies et qui ont permis de vivre mieux. La révolution industrielle, elle a changé nos paysages. Nos paysages avant la révolution industrielle, il n'y avait pas de rails, il n'y avait pas de fils électriques, il n'y avait pas... Moi, j'ai grandi dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, maintenant, il est patrimoine mondial de l'UNESCO. Je peux vous dire que quand j'étais petite, moi, je vivais au milieu des terris et des encorbellements. Tout le monde disait « c'est moche chez toi ». Donc, pourquoi il y a tellement d'opposition aux éoliennes? Parce que les éoliennes sont le symbole de ce changement, sont le symbole du fait que, oui, le monde change et que ça va se voir et qu'il va y avoir d'autres choses dans notre environnement. Et quelque part, c'est ça pas forcément aussi. laid, d'ailleurs. Mais pas forcément laid. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était beau, les éoliennes, mais j'ai bien compris qu'on ne pouvait pas le dire. Moi, j'ai toujours trouvé que ça ressemblait à des bateaux ou des oiseaux. Bon, après, on peut considérer qu'il y a trop de bateaux et trop d'oiseaux. J'entends. Je peux comprendre que d'autres ne trouvent pas ça beau. Mais ils sont juste le symbole du monde qui change. Sauf qu'un monde qui ne change pas, c'est un monde qui meurt. Et donc, on a besoin de considérer que ce changement, c'est un changement qui, si on le vit ensemble, peut être bienvenu. Et bien sûr que la manière maintenant dont on doit travailler avec vous, parce que moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est les questions que vous vous posez. Avec vous maintenant, on ne doit plus avoir des gens qui nous disent « Oh là là, il ne faut pas le faire » ou plus lentement. La question, c'est comment on le fait pour le faire à la bonne vitesse, pour pouvoir avoir un monde vivable demain pour vous et pour tout le monde. C'est ça la question, c'est comment on le fait à la bonne vitesse et comment on fait pour laisser personne sur le côté. Je suis d'accord, Xavier Bertrand. Moi, sur les ZFE, une grosse partie du rapport, c'est comment on fait pour que tout le monde s'y retrouve.
pour qu'il n'y ait personne laissé sur le côté. D'abord, on arrête les fake news. Moi, si on pouvait arrêter toutes les fake news sur les réseaux Par sociaux... exemple les ZFE, moi j'ai reçu plein de monde qui venait me voir en me disant oh, vous vous rendez compte, je ne pourrais pas rentrer dans les ZFE. Et en fait, si, ils peuvent. Enfin, l'immense majorité qui croient qu'ils ne pourront pas rentrer, pourront rentrer. Donc il faut déjà se rassurer. Parce que c'est compliqué aussi. Mais parce que l'information n'est pas claire. Alors juste, je vous donne un scoop. Hein. Voilà, sur les ZFE, la règle, c'est qu'il y a en 2025 43 collectivités de plus de 150 000 habitants qui vont devoir les mettre en place. Et sur ces 43, il y en a 5 aujourd'hui qui doivent respecter un calendrier un peu strict. Tous les autres, non. Par contre, il faut faire gaffe parce qu'il faut qu'ils fassent attention à ne pas dépasser des normes de pollution. Nancy Point. est Voilà. dans l'eau. Nancy est dans... Vous êtes à plus de 150 000 habitants en aglo ? L'agglomération, oui. Oui, bah donc oui. Oui, Mais en gros, votre seule obligation à vous, c'est les voitures... je crois que c'est les critères, les non classés, qui ne pourront pas rentrer. C'est-à-dire, les non classés, on peut les aider avec un tout petit budget. Barbara Pompili, juste un point. Tiens, vous savez que je suis un partisan de la République des territoires, j'ai expliqué tout à l'heure. Les ZFE, c'est avant tout un enjeu de santé publique, Tout à fait. avec les particules fines. Ça, normalement, c'était la responsabilité de l'État de dire que la règle devait s'imposer de la même façon. Dans les Hauts-de-France, par exemple, j'ai 5 ZFE différentes. Quelqu'un qui va se déplacer dans la région, dans une ZFE, il pourra y aller, l'autre, il ne pourra pas y aller. Là, on a refilé pour beaucoup la patate chaude aux collectivités. Si vraiment c'est un enjeu de santé publique, c'était à l'État de dire clairement, voilà comment ça va se passer. Voilà, un président de région qui demande de la centralisation. Juste là-dessus, parce que c'est moi qui me suis tapé le truc. Hein. Donc, la loi climat-résilience, on a rajouté les ZFE donc pour toutes les collectivités de plus de 150 000 habitants. Moi, je voulais qu'il y ait un système qui soit un peu harmonisé, justement pour que ce soit simple. Les sénateurs, la majorité sénatoriale a souhaité très fort et obtenu, parce qu'après, tout ça, c'est des compromis, qu'on laisse une large marge d'appréciation pour les collectivités pour mettre en place leurs ZFE. Et donc, on a... Juste petit sous-titre, la majorité sénatoriale qui est de votre Oui, couleur. et le gouvernement a toujours la possibilité de laisser le dernier mot à l'Assemblée. Voilà. Oui, mais ça s'appelle un compromis à la fin. Donc, moi, j'ai laissé faire parce que je savais que 2 ans après, il se passerait ce qui se passe, c'est-à-dire il faut qu'on harmonise. Donc là, dans mon rapport, évidemment, on va prôner une harmonisation parce qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Par contre, sur la question de la santé publique, vous avez raison, la France a déjà été condamnée 2 fois pour non-respect des seuils de qualité de l'air, alors que ce n'était pas le pays qui ne respectait pas, c'était des collectivités. Et donc, là, on voit bien qu'on est tous dans le même bateau, encore une fois. On va prendre une autre question de la salle. Merci au Conseil nancéen de la jeunesse. Est-ce que dans la salle, il y a une question ? Oui, vous ? Alors, il faut que vous trouviez un micro. On vous en apporte un. C'est pour chauffer la salle, en fait. Donc, je suis Laurent Vatrin, je suis adjoint au maire de Nancy, qui nous a rejoint, Mathieu Klein. Je voulais juste apporter une petite réflexion complémentaire sur les ZFE. Madame la ministre est chargée de mission, vous avez bien du courage, parce que c'est vrai que ce n'est pas facile de faire passer les idées. On se le disait avec Patrick Katzik, mon collègue vice-président à la métropole, en charge des questions de mobilité. Il y a juste un point qui me semble être intéressant par rapport à ce que disaient les jeunes tout à l'heure sur la montée en compétences, la montée en conscience des sujets. Les particules fines dont vient de parler Xavier Bertrand, c'est d'abord les pneus et les plaquettes de frein. Donc la motorisation thermique ou électrique, finalement, ça ne change pas grand-chose. Il faut réduire le nombre de bagnoles, pour reprendre l'expression de M. Macron. C'est surtout ça le problème. Voilà, merci. Qui aime les bagnoles ? Oui, d'accord. Et une fois qu'on a dit ça, on le fait. Il faut le faire accepter, parce que réduire le nombre de bagnoles, c'est... Le problème de la pollution de l'air, c'est les particules fines, mais c'est aussi les NOx. Les NOx, c'est essentiellement les voitures. Les particules fines, c'est aussi les voitures. Messieurs les adjoints, c'est aussi le chauffage. Donc là, on s'attaque à la question des voitures, mais il y a aussi la question du chauffage au bois, qui est un vrai sujet sur les particules fines. Maintenant, pour vous rassurer, dans le benchmark qu'on a fait, on s'est rendu compte que les ZFE, quand elles étaient mises en place, ça marchait, ça faisait baisser les émissions de pollution dans les villes.
mais là où c'est bien fait, évidemment. Voilà, benchmark, les étapes. On va essayer de ne pas être trop jargonneux. Je crois que Thierry Pêche a une question. Thierry Pêche, le patron de... Ton titre exactement? Délégué général, directeur? Directeur général. Oui, le président étant Lionel Zinsou. Le président est ici, donc voilà. je parle avec beaucoup d'humilité. Voilà, de Terra Nova et aussi le concepteur de la Convention citoyenne. Oui. Quelques remarques rapidement. En effet, je partage complètement ce qu'a dit Barbara Pompili. La loi climat et résilience est apparue a été décrite comme un P de lapin dans la presse lorsqu'elle a été connue. On a dit c'est vraiment le minimum, et 2 ans plus tard, on a le sentiment que c'est le maximum sur les ZFE, sur le ZAN, sur beaucoup de dossiers. Donc ça doit nous faire réfléchir sur nos capacités de transformation collective. J'ai une idée à vous soumettre et une question. L'idée, c'est que la transition écologique a dans la société des alliés extrêmement puissants qui sont les jeunes engagés dans la cause climatique. Mais ces jeunes, en général, ils se tournent vers le pouvoir pour l'engueuler, pour lui dire « vous n'en faites pas assez, vous n'allez pas assez vite, pas assez loin ». Est-ce qu'ils ne pourraient pas se tourner vers la société, aller essayer de convaincre leurs concitoyens et d'ailleurs souvent faire leur connaissance, parce que ces jeunes-là sont souvent des jeunes assez diplômés, qui vivent dans les, les territoires les plus favorisés. Est-ce qu'on ne pourrait pas, au niveau territorial, au niveau des agglomérations, des régions, aider des brigades de jeunes à aller à la rencontre de leurs concitoyens dans les zones périurbaines, dans les zones plus rurales, pour essayer de les convaincre de la nécessité de faire des choses et de les informer sur ce qu'il est possible de faire. Ça, c'était l'idée. La question, c'est... le rapport Pisani-Mahfouz a dit récemment, a expliqué récemment que la transition allait coûter 60 milliards d'euros supplémentaires par an. Sur ces 60 milliards, il y en a 30 pour le privé, 30 pour le public. Sur les 30 pour le public, il y en a 10 pour l'État, dit le secrétariat général à la planification écologique, mais il y en a 20 pour les collectivités locales. Est-ce que vous êtes à l'aise, les unes et les autres, les unes et l'autre, sur ce chiffre de 20 milliards de contributions nouvelles des collectivités locales? On va commencer par Marie Toussaint. Marie Toussaint, toujours là? Je suis toujours là. Est-ce que vous avez entendu la question, les suggestions de Thierry Pêche? Oui, alors si je peux me permettre, je veux aussi répondre à Monsieur Vatrin qui a parlé juste avant pour dire effectivement qu'il faut se libérer d'un certain nombre d'illusions aussi que nous avons, hein, et notre dépendance tant à la voiture que aux énergies fossiles et qu'à un certain nombre d'activités consumérisme dépend aussi beaucoup de la publicité et qu'on a encore beaucoup de travail à faire en la matière. Et quand je parlais tout à l'heure d'écart d'espérance de vie, on a aussi une problématique majeure de publicité pour des produits qui sont extrêmement nocifs. Mais je voulais aussi en profiter pour dire que, en l'occurrence, il y a des gens qui gèrent déjà ces ZFE, qui sont effectivement les élus locaux, et que les maires écologistes, vous savez qu'ils sont quelques-uns, hein, à la tête d'un certain nombre de grandes villes de France, sont confrontés à ce problème au quotidien. Et donc, ils ont le souhait à la fois de faire avancer la cause, mais aussi le souhait de faire en sorte que ça ne fracture pas la société. Et je crois que c'est vraiment ce vers quoi nous devons aller, comme je le disais au début, à la fois agir de façon déterminée pour le vivant, mais sans jamais creuser les inégalités. J'en viens maintenant à la question de Thierry Pêche. Alors, je veux répondre aussi à l'idée. L'idée, c'est, mais pourquoi les jeunes n'iraient pas plutôt voir les gens plutôt que d'engueuler le pouvoir? Moi, je veux dire 2 choses. La première, c'est que le premier parti de la jeunesse, c'est l'abstention, et le second, bien souvent, c'est le Rassemblement national. Viennent seulement ensuite ces jeunes que l'on voit, parce qu'on les voit, c'est ce qu'on voit, dont on parle, engagés pour la cause climatique à engueuler le pouvoir. L'une des préoccupations qu'on doit avoir, on parlait de sociétés qui se fracturent, c'est vraiment de faire en sorte que nous puissions continuer à vivre ensemble et continuer à se parler. Et donc moi, je ne demanderai pas aux jeunes qui engueulent le pouvoir, parce qu'ils l'engueulent à mon sens à juste titre, ou qui engueulent Total, parce que Total a une stratégie qui nous conduit à un réchauffement climatique de plus 5 degrés. Donc je ne vais pas leur demander d'arrêter de le faire. Par contre, ce que je pense absolument indispensable, c'est qu'on développe toutes
les possibilités, toutes les actions possibles pour renouer le contact. Et ça demande aussi, ça, c'est au pouvoir public de le faire, de changer la modalité d'organisation du territoire, parce que c'est aussi l'urbanisme, la façon dont on a aménagé notre territoire, qui a conduit les plus riches à s'installer en ville et à virer les plus pauvres de plus en plus loin, les campagnes à se vider des services publics, des médecins, des écoles, etc. Et de la même chose dans les quartiers populaires. Donc c'est surtout un changement systémique auquel il faut donner naissance, et les jeunes peuvent y contribuer, mais je crois qu'ils le souhaitent, et donc qu'il faut les entraîner. Quant au coût de la transition, je l'ai mentionné tout à l'heure, il est immense. Il nous demande de tout revoir, à la fois les questions monétaires, de la gestion monétaire. Moi, je souhaite par exemple des taux plus bas pour les activités qui garantissent la transition. Je souhaite que l'on puisse utiliser l'outil, comme le suggère Pisani-Mahfouz, de lever un impôt spécifique sur les plus riches pour dégager les moyens nécessaires à la transition. On verra après ce qui se passe. Mais qu'en tout cas, là, on en a besoin, donc il faut y aller. Et sur les collectivités, et je terminerai là-dessus, j'ai entendu le président de la République trouver scandaleux le fait que les responsables de collectivités soulignent leurs besoins d'argent pour pouvoir agir. Et quand on regarde le soutien aux collectivités, le financement par l'État des collectivités, de différentes manières, à la fois par le bas et par le haut, s'est éteint ces dernières années. Et on a besoin d'un investissement massif auprès des collectivités pour que les collectivités pilotent elles-mêmes cette transition. C'est un besoin urgent, c'est un besoin absolu. Il nous aidera à la fois à garantir la transition écologique et la bataille de la justice sociale. Xavier Bertrand, sur la réflexion de Laurent Vatrin et puis sur la proposition, les suggestions de Thierry Pech. Sur la proposition, on a notamment dans la région, dans chacun des lycées, chacune des classes, des éco-délégués qui font effectivement... Alors là, il y a eu un petit éclat de rire d'éco-délégués. Vous en êtes ? Peut-être qu'on peut avoir une... Peut-être que vous pouvez intervenir. Pourquoi vous avez rigolé ? Vous en êtes un ? Bonjour, je vais vous laisser non, allez-y. dire ce que... Vous êtes éco-délégué ? Non, maintenant je suis en en études supérieures, donc j'ai plus l'occasion d'être éco-délégué. Je l'ai été un an au lycée et je l'ai été aussi un an quand j'étais en troisième, donc au collège. Pour moi, c'est bien, hein, ça va dans le bon sens, mais c'est pas suffisant, c'est loin d'être suffisant. On n'a pas l'occasion de mener réellement des projets. Quand on les mène, c'est des projets qui sont plutôt symboliques. Quel genre ? Quel genre ? Travailler sur le trait au lycée, oui, c'est bien, c'est quelque chose qui a de l'impact. Mais pour moi, le réel point, c'est surtout que les gens qui sont là pour nous accompagner, qui sont majoritairement des CPE, des professeurs, ils ne sont pas spécialement formés à ces sujets-là et ils n'ont pas forcément la capacité à nous accompagner derrière. Donc ça, c'est un problème pour moi. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup des éco-délégués, mais je trouve que c'est surtout une mesure symbolique. Voilà. Pour moi, aujourd'hui, les éco-délégués sont symboliques et n'agissent pas beaucoup. Voilà, je vais vous laisser... Merci. Non, c'était intéressant. En tout cas, moi, l'éclat de rire était spontané, et collectif. Moi, j'ai demandé au départ si ça n'allait pas être une mesure gadget. Et on s'est aperçu que dans pas mal de lycées, on a eu des propositions qui touchaient l'environnement du lycée. Notamment, ce sont eux qui nous ont poussés à aller vers la débétonisation des cours, par exemple, sur effectivement un certain nombre de potagers qui étaient utilisés pour justement la cuisine. Ce sont eux qui sont venus également sur le photovoltaïque sur les lycées et qui, notamment, on a mis en place un plan arbre pour que ce soit aussi présent dans les lycées. Est-ce que ça, c'est du symbolique ? J'en suis pas si sûr quand on met tout bout à bout. Après, c'est vrai, quand la communauté éducative s'en empare, ça a beaucoup plus de chances de fonctionner et on leur a donné une sorte de droit d'interpellation également des élus qui sont dans les conseils d'administration. Donc tout ça pour vous dire que ce qu'on essaye de faire, je pense que la proposition de Thierry a du sens pour aller beaucoup plus loin pour les jeunes. Et après, je le dis également, je pense que si l'action dans les années qui viennent n'est pas à la hauteur des besoins, on risque d'avoir un véritable mouvement de radicalisation d'un certain nombre de jeunes. Avec tout simplement cette idée, vous n'êtes que des égoïstes et vous ne pensez qu'à vous, qu'à cette génération actuelle. Et on a aussi besoin de l'anticiper. Alors, ce n'est pas cette peur qui doit nous amener à bouger, mais il faut bien prendre conscience que pour beaucoup de jeunes, c'est leur présence sur cette planète, la vie sur cette planète qui est en jeu, et ce n'est pas autre chose. Après,
ce que je voudrais juste dire pour terminer, c'est que dans l'écologie à la française, j'aurais aimé qu'elle soit aussi définie. Elle est à la fois, à mon sens, elle doit être ambitieuse, mais elle doit être aussi de bon sens. J'aurais juste vous donner un exemple quand je parlais tout à l'heure des injonctions contradictoires. Il y a aujourd'hui le texte zéro artificialisation nette qui va s'appliquer, on attend les décrets. Par exemple, dans la région des Hauts-de-France, on est à la pointe sur l'industrie verte. Cette industrie verte est comptabilisée dans le zéro artificialisation nette. On précise juste que c'est zéro Le zéro artificialisation nette, c'est tout simplement qu'on ne peut plus construire comme avant et que vous devez rendre l'équivalent de terrain quand vous en artificialisez. Les véloroutes, ne peut pas les véloroutes, les pistes cyclables, on est tous d'accord sur les mobilités douces, ça rentre dans le zéro artificialisation nette. Nous sommes sur les projets de RER métropolitain pour favoriser aussi les transports en commun. L'emprise comptera dans le zéro artificialisation nette. Oui, d'accord, mais ce que je veux dire... l'artificialisation. Oui, peut-être, mais ça fait partie des injonctions contradictoires. Si on décide de mettre le paquet là-dessus, pas tout à fait normal. Et surtout, on le voit aussi, il nous faut des moyens importants pour dépolluer nombre de terrains qui sont aujourd'hui en friche. Donc ce que je voudrais dire, pour revenir un petit peu à l'invitation qui était celle de Thierry, c'est que je pense qu'on peut avancer sur ces questions sans se déchirer. Je trouve quand même qu'il y a un véritable décalage, et d'une certaine façon, elle l'a pointé avec plus de sévérité que moi, Barbara Pompili, c'est que ce n'est pas la même chose d'être ONG ou parti politique, ce que j'aurais bien aimé entendre Madame la députée européenne nous dire ce qu'elle pense de l'attitude aujourd'hui des Verts en Allemagne, qui sont en train de totalement cautionner, valider le revirement de la coalition en Allemagne sur la limitation de vitesse, sur les autoroutes, sur la fin du gaz dans les maisons, ce qui montre également que ce n'est pas tout à fait la même chose d'être lanceur d'alerte, d'être ONG ou d'être effectivement dans le compromis politique. Et le tout dernier point, quand on a dit qu'il ne fallait pas se caricaturer, ça a été dit tout à l'heure, mais je voudrais juste rappeler que dans la région des Hauts-de-France, en 2015 comme en 2021, sans jamais la moindre compromission, moi j'étais opposé et j'ai battu l'extrême droite à bon entendeur. Voilà, donc c'était juste pour... Je demandais à Thierry, qui est le maître de cérémonie, on a déjà dépassé l'horaire, il est 36, est-ce que c'est fini? Il y a Marie Toussaint aussi qui... Oui. Tu voudrais dire un petit mot? D'accord, ok, je te donne la parole. Reste assieds-toi là, peut-être. Je pourrais dire, moi je voudrais faire un rêve. Ah, I have a dream, Oui. Allez-y. Je voudrais faire un rêve, c'est qu'on revoit ensemble l'avenir comme quelque chose porteur d'espoir. Aujourd'hui, le climat, la perte de biodiversité, c'est pour ça, hein, Lausanne, c'est la perte de biodiversité, mais on en reparlera une autre fois. Ça fait peur et ça ne donne pas confiance en l'avenir. La peur n'a jamais été bonne conseillère en politique. Donc moi, le rêve que j'ai, c'est qu'on réussisse. Et d'ailleurs, je vais ressortir, puisque j'ai décidé que ce soir, je rendrai un double hommage au pape François. Je vais reciter Laudato Si. Il dit simplement dans cette encyclique que nous devons redéfinir ensemble le progrès. Redéfinir le progrès, c'est redéfinir aussi ce qui fera qu'on aura envie de se lever le matin pour construire ensemble. Eh bien, redéfinissons le progrès, redéfinissons-le comme un monde de demain qui sera mieux parce qu'on aura réussi à juguler le changement climatique et à juguler la perte de biodiversité et à vivre heureux ensemble. Mais moi, je trouve que c'est des beaux rêves qui peuvent pousser aussi des belles actions. Merci Barbara Pompili, qui fait référence donc au révérend Martin Luther King et au pape François. Bon, pour finir, merci beaucoup Xavier Bertrand. Merci Marie Toussaint, de loin.